À minuit pile, un cri glaçant résonna dans l'ombre du train, et un secret plus dangereux que la mort fut révélé. Mes amis, que feriez-vous si vous découvriez une vérité capable de détruire des vies entières? Avant de commencer notre histoire, dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez, et restez avec moi jusqu'à la fin, car la révélation finale de Poirot dans l'ombre de minuit 2 vous laissera sans voix. Le vent d'automne soufflait avec une insistance glaciale sur les quais de la gare de Londres, tandis que le train de minuit s'ébranlait lentement, emportant avec lui une galerie de voyageurs dont les destins allaient moins se croiser de manière dramatique. Les lanternes suspendues diffusaient une lueur tremblante qui rendait l'atmosphère encore plus mystérieuse, comme si chaque ombre cachait un secret. À l'intérieur, la chaleur relative des compartiments offrait un contraste saisissant avec l'air vif de la nuit. Les lampes diffusaient une lumière dorée qui se reflétait sur les vitres, donnant aux silhouettes un aspect presque irréel. Les conversations, feutrées, semblaient dissimuler des inquiétudes plus profondes que de simples banalités de voyage. Hercule Poirot, installé avec élégance, observait chacun des passagers avec cette acuité particulière qui faisait de lui le plus redoutable des détectives. Rien n'échappait à son œil attentif. Un geste trop brusque, un regard fuyant, un silence trop pesant. Il savait que dans un train, les apparences qu'elles se révélaient souvent trompeuses. À quelques pas de lui, une jeune femme fixait obstinément la vitre, ses yeux perdus dans la nuit. Sa main tremblait légèrement, trahissant une inquiétude qu'elle tentait de masquer par une immobilité forcée. Poirot, intrigué, nota mentalement cette nervosité inhabituelle. Un officier en uniforme militaire, assis non loin, consultait sa montre à intervalles réguliers. Son impatience se manifestait dans chacun de ses gestes, doigts tambourinant sur la coudoir, respiration saccadée, yeux rivés sur la porte du compartiment. Il attendait quelque chose, ou peut-être quelqu'un, et ce détail éveilla la curiosité de Poirot. Dans le couloir, un porteur échangeait des paroles rapides avec un contrôleur. Leur voix basse et leur regard furtif suggéraient une inquiétude partagée, comme si un événement imprévu venait de troubler la routine du voyage. Poirot, attentif, fit semblant de feuilleter son journal, mais tendit l'oreille pour saisir chaque nuance. Le détective fronça légèrement les sourcils. Ce mélange de tension contenue et de gestes nerveux formait une toile invisible que seuls ses instincts pouvaient percevoir. L'expérience lui avait appris qu'un voyage trop calme cachait souvent l'annonce d'un orage. Et dans ce train, l'air vibrait d'une énergie sourde à l'extérieur. Les ténèbres s'épaississaient au rythme du train qui filait dans la campagne anglaise. Chaque coup de vent faisait grincer les parois métalliques, ajoutant une note inquiétante au silence pesant qui s'installait entre les passagers. Poirot sentait que cette nuit ne serait pas une nuit ordinaire. Avant même que l'horloge ne sonne minuit, il pressentait que le drame éclaterait, et cette certitude, ancrée au plus profond de son intuition, fit naître un frisson d'anticipation qu'il n'aurait su ignorer. La nuit avançait, et le train roulait désormais à vive allure à travers la campagne plongée dans l'obscurité. À l'intérieur des wagons, les passagers s'installaient, certains s'assoupissant, d'autres s'enfermant dans un silence obstiné. Poirot, lui, restait attentif, observant chaque détail, comme un peintre devant une toile inachevée. Un courant d'air glacé parcourut soudain le couloir, comme si une porte avait été ouverte à la hâte. Plusieurs voyageurs frissonnèrent et levèrent la tête, surpris par cette intrusion. Poirot aperçut alors une silhouette furtive disparaissant au détour d'une porte, laissant derrière elle une impression de mystère inquiétant. La jeune femme aux yeux clairs, assise face à lui, sursauta légèrement. Elle porta une main à son cou, comme pour se protéger, puis reprit
son immobilité. Ce mouvement bref, instinctif, éveilla encore davantage la curiosité du détective. Il lui semblait que cette voyageuse portait un poids invisible, une peur qui la suivait comme une ombre. Le militaire, de son côté, paraissait de plus en plus nerveux. Ses gestes se faisaient brusques, et ses yeux se perdaient parfois dans le vide, comme s'il revivait une scène qu'il aurait voulu oublier. Poirot remarqua qu'il tenait fermement une petite mallette qu'il ne quittait jamais des mains, même pour se lever ou se réinstaller. À la table du wagon-restaurant, 2 hommes en costume sombre discutaient à voix basse. Leur conversation semblait anodine, mais Poirot perçut une insistance étrange dans leur regard. L'un d'eux fixait régulièrement la porte, comme s'il attendait un signal. L'autre ne cessait de jouer avec une bague en or, geste mécanique, révélateur d'une nervosité profonde. Un léger éclat de verre brisé retentit depuis l'arrière du train. Les passagers se figèrent, cherchant du regard l'origine du bruit. Le contrôleur apparut aussitôt, l'air inquiet, mais il assura d'une voix ferme qu'il ne s'agissait de rien d'important, seulement un incident dans le service. Pourtant, Poirot savait que les petits événements cachaient souvent de grandes vérités. Le silence revint peu à peu, mais il n'était plus paisible. Une tension sourde s'était installée, comme si chacun retenait son souffle, en attendant l'inévitable. Poirot croisa les bras et ferma les yeux quelques instants, non pour dormir, mais pour réfléchir. Les pièces du puzzle commençaient à se dessiner, même si l'image finale restait floue. Au loin, la cloche de minuit se fit entendre, répercutée par l'écho de la nuit. Ce son solennel marqua un tournant invisible dans l'air. Poirot ouvrit les yeux et sut alors, sans le moindre doute, que le drame venait de commencer. Il n'avait pas encore découvert le crime, mais il pressentait déjà que cette nuit se transformerait en une danse d'ombre et de vérité dissimulée, où chaque regard serait une énigme et chaque silence une confession muette. Le claquement régulier des roues sur les rails résonnait comme un battement d'horloge. Chaque vibration du train semblait accentuer le suspense qui enveloppait les voyageurs. Poirot, immobile, avait cette attitude de chat en observation, prêt à bondir au premier signe d'anomalie. Un cri soudain, étouffé, se fit entendre depuis l'un des compartiments voisins. Plusieurs passagers sursautèrent, et la porte s'ouvrit, brusquement pour laisser apparaître une femme en peignoir, le visage livide. Elle balbutia quelques mots, mais son tremblement rendait sa voix presque inaudible. Poirot, déjà debout, s'approcha aussitôt. En pénétrant dans le compartiment, il découvrit un spectacle troublant. Un homme gisait sur la banquette, les yeux clos, la respiration faible. À ses côtés, une bouteille de vin renversée tachait la moquette d'un rouge inquiétant. La scène aurait pu évoquer une simple maladie, mais Poirot remarqua immédiatement que le verre brisé n'avait rien de fortuit. Le militaire se leva brusquement, s'approchant comme si l'incident le concernait de près. Il demanda d'une voix ferme ce qui s'était passé, mais son ton trahissait plus d'inquiétude que de compassion. Poirot observa attentivement ses traits crispés, se demandant si cet homme savait plus qu'il ne le laissait paraître. La jeune femme, aux yeux clairs, s'était approchée à son tour. Son visage était pâle, ses lèvres tremblaient, et elle serrait son sac contre elle comme si elle voulait s'y réfugier. Poirot remarqua ses yeux fuyants, incapables de soutenir la vision du corps allongé. Elle connaissait sans doute la victime, mais préférait garder le silence. Le contrôleur arriva enfin, accompagné du porteur. Il tenta de ramener le calme, mais ses gestes nerveux prouvaient qu'il était dépassé par la gravité de la situation. « Monsieur n'a peut-être fait qu'un malaise, » dit-il, mais Poirot ne partageait pas cet avis. Trop d'indices contredisaient cette hypothèse rassurante. En se penchant sur la banquette, Poirot aperçut une trace à peine visible sur la manche de la victime, une fine ligne rougeâtre
comme une piqûre. Son esprit se mit aussitôt en alerte. Ce n'était pas un accident, encore moins un malaise. Quelqu'un avait voulu faire taire cet homme. Un silence pesant tomba dans le compartiment. Les passagers présents se regardaient avec une méfiance grandissante, chacun soupçonnant déjà l'autre. Poirot, lui, resta calme. Il savait que la vérité se trouvait là, cachée dans les gestes, les regards et les silences de cette nuit troublée. Alors que le train poursuivait sa course dans l'obscurité, le détective comprit que ce n'était que le premier acte d'une pièce bien plus sombre. L'ombre de minuit venait à peine de dévoiler son rideau, et le drame ne faisait que commencer. Le compartiment s'était transformé en scène de théâtre silencieuse. Chaque regard cherchait à percer le mystère. Chaque souffle semblait peser davantage dans l'air chargé de tension. Poirot, penché sur la victime, observait le moindre détail avec une précision méticuleuse. Rien ne lui échappait, ni la position du corps, ni la trace sur la manche, ni le léger parfum d'amande amère qui flottait encore dans l'air. Il se redressa lentement, ses yeux sombres, brillant d'une lueur d'intuition. Les passagers attendaient une explication, mais Poirot gardait le silence. Il savait que parler trop tôt pouvait provoquer la panique, et il préférait observer les réactions instinctives. Ces réactions, bien plus que des paroles, révélaient la vérité. Le militaire, crispé, serrait toujours sa mallette. Son front perlait de sueur malgré le froid. Il tentait de se donner une contenance en redressant les épaules. Mais Poirot remarqua ses mains tremblantes. Quel lien existait entre lui et la victime? Était-ce une coïncidence de voyage ou une rencontre soigneusement orchestrée? La jeune femme aux yeux clairs s'écarta du groupe, se réfugiant contre la vitre, comme pour disparaître. Ses doigts se nouaient avec nervosité, et ses lèvres formaient des mots muets que personne ne pouvait entendre. Poirot s'approcha doucement d'elle, mais elle détourna le regard, refusant tout contact. La peur qui l'habitait semblait plus ancienne que ce drame. Le contrôleur, débordé, proposa de faire arrêter le train à la prochaine gare. Mais Poirot s'y opposa fermement. Il expliqua d'une voix calme que le coupable se trouvait forcément à bord et qu'interrompre le voyage ne ferait que compliquer l'enquête. Le détective belge avait déjà décidé. L'affaire devait se résoudre entre ces murs roulants. Cet instant, un grondement sourd fit vibrer la structure métallique. Le train traversait un long tunnel, plongeant les wagons dans une obscurité encore plus profonde. Les lampes vacillèrent, et certains voyageurs poussèrent des exclamations étouffées. Ce passage oppressant sembla souligner l'atmosphère de mystère et de menace qui enveloppait déjà la nuit. Lorsque la lumière revint, Poirot remarqua une absence. L'un des deux hommes en costume sombre avait disparu. Son compagnon, resté seul à la table du wagon-restaurant, paraissait tendu, mais il affirma que son collègue était simplement allé fumer. Pourtant Poirot savait qu'aucun détail ne devait être pris à la légère. Il décida alors de rassembler les témoins principaux, le militaire, la jeune femme, le contrôleur et l'homme en costume furent invités à rester à proximité. Ce n'était plus un simple voyage nocturne, mais une enquête en huis clos, où chaque minute comptait. Le train, lancé dans l'obscurité, devenait une prison roulante, où nul ne pouvait fuir. Poirot posa enfin son regard sur la victime inerte et déclara d'une voix grave que cet homme n'était pas mort de cause naturelle. Le mot « empoisonnement » flotta dans l'air comme une sentence irrévocable, et les passagers comprirent que l'ombre de minuit avait bel et bien frappé. Le silence qui suivit l'annonce de Poirot fut presque plus assourdissant que le bruit du train. Les passagers retenèrent leur souffle, comme si chacun avait peur que la moindre parole les désigne coupables. Dans cet espace clos, la suspicion devint un invité invisible, mais oppressant. Poirot, imperturbable, observait les visages un à un. Il scrutait les réactions, les micro-expressions,
les gestes involontaires. Le militaire détourna les yeux. La jeune femme trembla. L'homme en costume resserra son col et le contrôleur déglutit difficilement. Chacun avait une ombre au fond du regard, mais laquelle dissimulait la vérité. La victime, désormais allongée sur une couverture, paraissait presque paisible, comme si le sommeil l'avait simplement emportée. Mais Poirot savait que derrière cette façade de sérénité se cachait un secret funeste. Il remarqua que la poche intérieure de son manteau avait été fouillée, un détail que la panique générale avait laissé inaperçu. Il s'agenouilla et sortit de cette poche une enveloppe déchirée. À l'intérieur, il ne restait qu'un coin de papier, portant des initiales à moitié effacées par une tache de vin. Ces lettres, bien que fragmentaires, éveillèrent immédiatement son intérêt. Il rangea soigneusement l'indice dans son carnet, décidé à le protéger des regards indiscrets. La jeune femme se rapprocha timidement, ses mains jointes comme si elle priait en silence. Elle osa enfin murmurer quelques mots. Elle connaissait l'homme. Sa voix brisée avoua qu'il lui avait confié une information importante avant le départ, mais qu'elle avait promis de garder le secret. Ses yeux imploraient Poirot de ne pas insister, mais le détective savait que cette confession était capitale. Le militaire s'avança brusquement, comme pour couper court à ces révélations. Il déclara qu'il ne fallait pas se laisser emporter par des spéculations, que l'homme avait sans doute été victime d'un malaise. Mais son insistance trahissait plus qu'elle ne rassurait. Poirot, les bras croisés, lui adressa un regard pénétrant qui fit vaciller sa contenance. Le contrôleur, mal à l'aise, demanda s'il devait prévenir la direction de la ligne ferroviaire. Poirot refusa à nouveau. Il voulait que l'affaire reste confinée au train, persuadé que le coupable cherchait déjà un moyen de se dissimuler dans la foule. Plus longtemps il restait isolé, plus ses chances de découvrir la vérité augmentaient. À travers la vitre, la lune éclairait faiblement les champs endormis. Ce paysage paisible contrastait avec l'atmosphère tendue à l'intérieur. Le train poursuivait sa course, indifférent au drame qu'il transportait, comme un monstre d'acier avalant la nuit sans jamais s'arrêter. Poirot, dans le secret de sa réflexion, esquissa un mince sourire. Les ombres avaient ainsi commencé à parler. Et lui, maître du silence et de l'observation, savait déjà que l'énigme de minuit ne tarderait pas à livrer ses premiers aveux. Le train vibrait au rythme régulier des rails, mais à l'intérieur, chaque battement de roue résonnait comme une menace invisible. Les passagers s'étaient repliés dans un silence lourd, comme si chacun craignait que le moindre mot ne serve d'accusation. Hercule Poirot, quant à lui, restait calme, assis au centre du compartiment, comme le juge silencieux d'un tribunal improvisé. La jeune femme, blême, se tenait à l'écart. Son regard perdu semblait fixé sur un souvenir douloureux. Poirot la surveillait sans la brusquer, persuadé qu'elle détenait une partie de la vérité. Elle avait parlé d'un secret confié par la victime, et le détective savait que ce fil si mince soit-il finirait par dévoiler la trame entière. Le militaire, toujours agrippé à sa mallette, ne parvenait plus à masquer sa nervosité. Ses yeux passaient d'un passager à l'autre, comme s'il cherchait un allié ou redoutait une trahison. Poirot remarqua que ses doigts s'attardèrent souvent sur la serrure de son bagage, geste inconscient, révélant la peur de perdre quelque chose d'essentiel. Pendant ce temps, l'homme en costume sombre, celui dont le compagnon avait disparu, tentait de rester discret. Il se plongeait dans un journal, mais ses mains tremblaient à chaque page tournée. Ses yeux ne lisaient pas, il surveillait. Poirot s'en rendit compte immédiatement. Cet homme jouait un rôle, mais lequel? Le contrôleur, chargé de maintenir l'ordre, paraissait de plus en plus dépassé. Ses annonces se faisaient hésitantes.
et ses pas dans le couloir trahissaient son angoisse. Poirot nota qu'il évitait soigneusement certains compartiments, comme s'il lui aussi redoutait une présence invisible. Était-il complice ou simplement effrayé? Une nouvelle secousse fit vaciller les lampes du wagon. Le train abordait un virage serré et plusieurs passagers poussèrent de petits cris d'alarme. Dans ce chaos fugitif, Poirot perçut un mouvement suspect. L'homme en costume avait glissé quelque chose sous son siège. Le détective mémorisa le geste, préférant attendre le moment opportun pour vérifier. Quand le calme revint, Poirot se leva et déclara d'une voix ferme que le meurtrier se trouvait parmi eux. Ces mots tombèrent comme un couperet, glaçant l'air du compartiment. Certains protestèrent, d'autres baissèrent la tête, mais tous sentirent l'étau se resserrer. La jeune femme leva les yeux, ses lèvres tremblant d'une vérité qu'elle hésitait encore à livrer. Poirot l'encouragea d'un regard bienveillant, mais elle détourna la tête, prisonnière de sa peur. Le détective savait que son témoignage serait décisif, mais il fallait attendre qu'elle trouve le courage de parler. À cet instant précis, une silhouette apparut dans l'ombre du couloir. C'était l'homme disparu, celui qui avait quitté son compagnon au wagon-restaurant. Son visage fermé et ses yeux froids annonçaient une nouvelle étape du drame. Poirot comprit alors que l'ombre de minuit n'avait pas encore tout révélé et que la partie venait seulement de commencer. L'apparition soudaine de l'homme disparu glaça l'atmosphère. Son pas était mesuré, mais ses yeux trahissaient une tension intérieure. Chaque passager le suivait du regard, comme si son retour ramenait avec lui une menace silencieuse. Poirot, sans bouger, observa ses traits avec cette attention minutieuse qui ne laissait jamais place au hasard. L'homme rejoignit son compagnon, en silence. Les deux échangèrent un bref regard, trop rapide pour paraître anodin, mais suffisant pour éveiller la méfiance du détective belge. Il ne dit rien, préférant accumuler les détails. Il savait que la vérité se révélait souvent, non pas dans les grandes déclarations, mais dans ces instants fugaces où le masque glisse. Le militaire, voyant ce retour, devint plus nerveux encore. Ses mains se crispèrent sur la mallette et il s'agita sur son siège, comme s'il redoutait que quelque chose lui échappe. Poirot nota qu'il ne quittait plus les deux hommes en costume du regard, comme si un lien invisible les unissait tous trois. La jeune femme, quant à elle, sembla vaciller. Ses yeux clairs se remplirent de larmes qu'elle refusa de laisser couler. Elle murmura presque pour elle-même que l'homme revenu représentait un danger. Poirot l'entendit malgré le faible volume de sa voix. Cette affirmation, même chuchotée, devint une clé précieuse pour son raisonnement. Le contrôleur tenta de restaurer une normalité factice en proposant aux passagers de regagner leur place. Mais personne n'obéit vraiment. L'angoisse était trop forte, et chacun voulait comprendre ce qui se jouait dans cette nuit oppressante. Poirot leva la main pour imposer le silence, et le calme revint, comme par magie. Le détective se leva enfin, et s'avança vers l'homme réapparu. Il s'inclina légèrement, comme le ferait un gentleman, puis lui demanda avec douceur ce qu'il avait fait durant son absence. La réponse fut brève, sèche, presque insolente. Il avait simplement pris l'air. Mais Poirot remarqua que son manteau portait encore la trace de petites éclaboussures sombres. Un grondement lointain résonna soudain, suivi d'une secousse du train. Le bruit fit sursauter plusieurs passagers, mais Poirot ne détourna pas ses yeux de son interlocuteur. Dans ce face-à-face silencieux, il savait que chaque seconde rapprochait l'enquête de son point de rupture. La jeune femme se leva brusquement et s'exclama qu'elle ne pouvait plus se taire. Sa voix tremblante résonna dans le compartiment. Elle affirma que la victime lui avait confié la peur d'être suivi, surveillé, et qu'il portait un document que certains voulaient lui arracher à tout prix.
Cette révélation fit l'effet d'une détonation. Poirot hocha la tête, confirmant qu'il s'agissait bien de la pièce manquante du puzzle. Le crime n'était pas un hasard. Il s'agissait d'un meurtre motivé par un secret dissimulé. Mais ce secret, encore invisible aux yeux des passagers, devait bientôt émerger de l'ombre de minuit. Le silence qui suivit la confession de la jeune femme était presque insoutenable. Tous les regards convergèrent vers elle, certains emplis de curiosité, d'autres de méfiance, et quelques-uns de peur. Poirot, sans la quitter des yeux, l'encouragea d'un léger signe de tête à poursuivre son aveu. Mais elle tremblait, trop pour continuer, et porta ses mains à son visage comme pour se protéger du jugement des autres. Le militaire se leva brusquement, sa voix résonnante avec autorité. Il déclara que tout cela n'était que divagation, que l'homme décédé n'avait rien de particulier et qu'il était inutile de semer la panique. Pourtant, sa nervosité palpable, ses gestes précipités et son refus d'entendre davantage ne faisaient que renforcer les soupçons. Poirot l'observa attentivement, notant chaque détail comme une pièce supplémentaire du puzzle. L'un des hommes en costume sombre se pencha alors en avant, brisant le mutisme collectif. Il demanda froidement à la jeune femme ce qu'elle savait exactement. Son ton n'était pas celui d'un simple passager curieux, mais celui d'un homme prêt à défendre un secret à tout prix. L'atmosphère s'épaissit aussitôt, et plusieurs voyageurs reculèrent instinctivement, comme pour s'écarter d'un danger invisible. Poirot intervint calmement, posant sa main sur la table pour rétablir l'ordre. Sa voix douce mais ferme imposa le silence. Il rappela que le meurtre avait été commis dans ce train, que le coupable se trouvait parmi eux, et que chaque réaction devenait une preuve. Son regard passa lentement d'un visage à l'autre, et il vit la culpabilité se dessiner par petites touches dans certaines expressions. Le contrôleur, livide, osa enfin avouer qu'il avait entendu des bruits étranges avant le cri de la femme. Il parla d'une porte ouverte, d'un souffle dans le couloir, puis d'un murmure étouffé. Sa voix tremblait, mais ses paroles confirmaient ce que Poirot avait déjà pressenti. La victime n'était pas morte seule, et le meurtrier avait agi avec méthode. Dans le couloir, le porteur revint avec un objet trouvé près des toilettes du wagon, un mouchoir imprégné d'une odeur forte et amère. Poirot le prit délicatement, approcha son nez et reconnut aussitôt l'arôme caractéristique de l'amande amère, signature indéniable du cyanure. La pièce à conviction était désormais entre ses mains. Les passagers échangèrent des regards horrifiés. Certains se recroquevillèrent, d'autres murmurèrent des prières. La certitude d'être enfermés avec un assassin rendait l'air plus lourd encore, presque irrespirable. Le train, lancé à toute vitesse dans la nuit, devenait une cage de fer dont nul ne pouvait s'échapper. Poirot resta parfaitement calme. Son esprit travaillait avec une précision implacable, reliant chaque geste, chaque mot, chaque silence à l'enchaînement fatal. Mais il savait que le meurtrier, acculé, pourrait commettre une erreur s'il était poussé dans ses retranchements. Il décida donc de laisser planer encore un instant l'incertitude. Le détective leva les yeux vers ses compagnons de voyage et déclara d'une voix grave que l'affaire était plus grave qu'elle ne paraissait. Ce meurtre n'était pas un acte isolé, mais la première pièce d'un plan plus vaste. Et il ajouta, après une courte pause, que ce plan n'était pas encore terminé. La révélation de Poirot fit naître une onde de choc parmi les voyageurs. Tous comprirent que le danger ne s'était pas éteint avec la mort du passager, mais qu'il continuait de planer dans chaque recoin du train. La peur se lisait dans les yeux, et l'air semblait soudain plus lourd, saturé d'une angoisse collective. Le militaire, le visage dur, protesta vivement. Il affirma que ces insinuations étaient absurdes et que l'incident devait être traité comme une tragédie accidentelle. Mais Poirot demeura impassible. Sa voix douce, posée,
rappela que l'odeur du cyanure ne pouvait mentir et que l'homme avait bel et bien été assassiné. Ses paroles claquèrent, comme une vérité incontestable. La jeune femme se leva, ses mains serrées contre sa poitrine. Ses lèvres tremblaient, mais elle parvint à articuler qu'elle avait vu quelqu'un s'approcher de la victime peu avant son malaise. Sa voix s'éteignit aussitôt, comme si elle regrettait déjà d'avoir parlé. Tous les regards convergèrent vers elle, certains hostiles, d'autres suppliants. Poirot s'approcha d'elle, doucement, comme pour ne pas briser sa fragilité. Il lui demanda d'un ton bienveillant si elle pouvait reconnaître cette personne. La jeune femme détourna, les yeux vers la fenêtre, incapable de répondre. Ses larmes roulèrent, mais silencieusement, et son silence résonna plus fort qu'une confession. L'homme en costume sombre intervint alors, accusant à demi-mot le militaire. Il évoqua sa mallette toujours fermée, ses allures nerveuses, ses refus obstinés de coopérer. Le militaire, furieux, menaça de le réduire au silence. La tension monta brusquement, et plusieurs passagers se levèrent, redoutant une altercation. Poirot frappa légèrement la table de sa canne, et le calme revint. Son autorité naturelle s'imposa une nouvelle fois. Il déclara que chacun aurait son heure, que nul ne pourrait échapper à la vérité, et qu'il était inutile de se disputer, puisque les preuves finiraient par parler. Ses yeux brillaient d'une certitude qui glaça plusieurs visages. Le porteur, encore tremblant, osa dire qu'il avait vu le militaire s'éclipser à l'arrêt précédent, alors que le train ralentissait brièvement pour un contrôle technique. Le militaire nia farouchement, mais cette contradiction pesa lourd dans l'esprit des voyageurs. Le soupçon devenait plus fort, plus précis, et l'isolement du coupable paraissait imminent. À l'extérieur, la campagne s'étendait dans un calme trompeur. La lune éclairait faiblement les champs et les forêts, mais à l'intérieur, la tension atteignait un sommet. Le train n'était plus qu'une boîte close où chaque souffle, chaque regard, chaque mouvement comptait. Poirot, observant ses compagnons de voyage comme un maître d'orchestre, comprit que la vérité se rapprochait. Le rideau du mystère se soulevait peu à peu, et l'ombre de minuit allait bientôt révéler son véritable visage. La nuit semblait interminable, rythmée par le grondement du train et l'inquiétude des voyageurs. Chaque minute passait avec une lenteur oppressante, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Poirot, imperturbable, poursuivait son observation, notant mentalement chaque réaction, chaque mot, chaque silence, qui pouvait trahir la vérité. La jeune femme, encore secouée, avait repris sa place. Son regard fuyait sans cesse, mais ses yeux humides se posaient parfois sur le militaire, comme si elle redoutait sa présence plus que celle des autres. Ce détail ne manqua pas d'aiguiser la curiosité de Poirot, qui devinait derrière ce lien silencieux une histoire plus complexe. Le militaire, quant à lui, gardait sa mallette contre lui, comme s'il s'agissait d'un bouclier. Ses mains, crispées, ne laissaient aucun doute. Ce bagage contenait quelque chose de précieux, peut-être même la clé du drame. Ses protestations répétées ne faisaient qu'épaissir le voile de suspicion qui pesait déjà lourdement sur lui. L'homme en costume sombre observait tout cela avec une froideur inquiétante. Il semblait calculer ses mots, choisir ses gestes, comme un joueur d'échecs avançant ses pions dans l'ombre. Poirot sentait que cet homme, loin d'être un simple spectateur, avait un rôle actif dans la tragédie qui se jouait. Mais lequel? Un nouveau bruit troubla le calme. Un choc métallique dans le couloir. Tous se retournèrent, le cœur battant. Le porteur revint, tenant une petite boîte en métal trouvée sous un siège. Poirot l'ouvrit avec précaution et y découvrit des fioles vides, dégageant une odeur persistante d'amande amère. La preuve tangible du poison venait d'être mise au jour. Les passagers se figèrent, horrifiés. Certains reculèrent,
D'autres murmurèrent des prières. L'idée que l'assassin avait dissimulé son arme au milieu d'eux fit naître une angoisse nouvelle, plus terrifiante que la précédente. Le train n'était plus seulement une prison. Il était devenu le théâtre d'un duel invisible entre la vie et la mort. Poirot garda son calme. Il posa la boîte sur la table et déclara que le coupable avait commis une erreur. Il expliqua que cacher les fioles ne faisait que confirmer l'usage du poison et rapprochait inexorablement le filet de la vérité autour du criminel. Son assurance glaça les esprits déjà terrifiés. La jeune femme éclata soudain en sanglots, murmurant qu'elle n'en pouvait plus. Elle avoua avoir entendu une conversation secrète entre deux hommes, juste avant le départ du train, à propos d'un document qui valait une fortune et qui devait changer le destin de plusieurs vies. Son témoignage apporta une lumière nouvelle, mais aussi de nouvelles questions. Poirot se redressa, le regard brillant. Le puzzle s'assemblait enfin, pièce après pièce. Le crime n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un complot soigneusement orchestré. Et il savait désormais que la vérité n'était plus très loin, même si l'ombre de minuit continuait de planer sur tous. Le train filait à toute allure dans l'obscurité, mais à l'intérieur, le temps semblait s'être figé. L'air était devenu lourd, presque suffocant, et chaque passager se sentait prisonnier d'un huis clos où l'ombre de la vérité se rapprochait inexorablement. Poirot, assis au centre du compartiment, observait ses compagnons comme un juge prêt à rendre son verdict. La jeune femme, encore bouleversée, essuya ses larmes d'un geste maladroit. Ses paroles résonnaient encore dans l'esprit de tous, un document d'une valeur inestimable, convoité par plus d'un voyageur. Ce secret transformait le meurtre en une affaire bien plus vaste qu'une simple vengeance ou qu'un accident. C'était un crime motivé par l'avidité et le pouvoir. Le militaire garda le silence, ses yeux fixés sur le sol. Son attitude, autrefois pleine d'autorité, semblait maintenant empreinte d'un malaise profond. Poirot nota qu'il ne défendait plus sa position avec la même énergie. Comme un soldat acculé, il paraissait peser le risque de parler contre celui de se taire encore. Les deux hommes en costume, désormais réunis, échangeaient des regards lourds de complicité. Le détective remarqua que leurs gestes se répondaient avec une précision troublante, comme s'ils agissaient selon un plan déjà établi. L'un surveillait les réactions, tandis que l'autre restait implacablement calme, prêt à intervenir au moindre faux pas. Poirot demanda à voir la mallette du militaire. L'homme refusa catégoriquement, sa voix trahissant une peur mal contenue. Ce refus eut l'effet d'une bombe parmi les voyageurs. Chacun y vit la confirmation de sa culpabilité. Mais Poirot ne se laissa pas emporter par cette réaction collective. Il savait que l'évidence apparente cachait parfois une vérité plus subtile. Le porteur, tremblant, affirma avoir vu l'un des hommes en costume s'approcher de la victime plus tôt dans la soirée. Ces mots jetèrent une nouvelle lueur de suspicion, mais l'intéressé haussa les épaules, avec une froideur glaciale, prétendant qu'il n'avait fait que demander du feu pour allumer une cigarette. Poirot, sceptique, nota cette contradiction, de plus dans son carnet mental. La tension monta encore d'un cran, lorsque le train entra dans un nouveau tunnel. L'obscurité fut totale pendant quelques secondes, et un cri aigu s'éleva dans le wagon. Quand les lampes se rallumèrent, tous découvrirent avec horreur que la mallette du militaire avait disparu. Le choc fut général. Le militaire hurla de rage, accusant ses compagnons de l'avoir volée. Les deux hommes en costume nièrent avec véhémence, mais leurs visages fermés trahissaient une nervosité croissante. La jeune femme, elle, recula contre la paroi, comme si elle redoutait que cette escalade n'aboutisse à un nouveau drame. Poirot, toujours maître de lui-même, leva la main pour calmer les esprits. Il déclara d'une voix ferme que la disparition de la mallette ne faisait que confirmer ses soupçons. Le meurtre n'était pas une fin en soi,
Il s'agissait d'une étape dans une chasse à un secret qui valait la vie d'un homme, et il ajouta que ce secret se trouvait désormais entre les mains du meurtrier. Le tumulte provoqué par la disparition de la mallette plongea le compartiment dans un chaos contenu. Les passagers, secoués, échangèrent des accusations confuses, chacun redoutant d'être pris pour coupable. Poirot, au milieu de cette agitation, demeurait étrangement calme. Ses yeux brillaient d'une intensité qui trahissait le mouvement rapide de ses pensées. La jeune femme, blême, murmurait que le contenu de la mallette était dangereux, trop dangereux, pour rester entre de mauvaises mains. Ces mots, à peine audibles, firent naître une vague de frissons parmi les voyageurs. Elle semblait en savoir plus qu'elle n'osait dire, et son silence devenait presque aussi lourd qu'une confession. Le militaire, furieux, accusait les deux hommes en costume. Il pointait du doigt leur regard complice et leur attitude calculée. Mais ces cris n'inspirèrent plus la confiance. Ils semblèrent plutôt dictés par la panique. Poirot nota que son autorité s'effritait et que son désespoir révélait peut-être plus de vérité qu'il ne l'aurait voulu. Les deux hommes en costume, quant à eux, jouaient une partie subtile. L'un affirmait son innocence avec assurance, tandis que l'autre restait volontairement en retrait, se contentant d'observer les réactions. Cette stratégie de contraste éveilla l'instinct du détective. Il savait que ce duo dissimulait un plan commun, parfaitement orchestré. Le porteur, encore sous le choc, osa dire qu'il avait aperçu une silhouette s'éloigner avec un objet sombre pendant le passage dans le tunnel. Il ne put préciser son identité, mais ses paroles confirmèrent que la mallette avait bien été subtilisée à ce moment précis. Poirot fronça les sourcils. Ce détail correspondait exactement à ce qu'il avait anticipé. Le contrôleur tenta d'apaiser les esprits en promettant de fouiller les wagons, mais Poirot l'arrêta. Il rappela que le train roulait à grande vitesse, que nul ne pouvait fuir et que le coupable se trouvait nécessairement parmi eux. Plus vous vous agitez, plus vous servez ses desseins, dit-il d'une voix grave qui imposa le silence. Nouveau calme, pesant et oppressant, retomba sur le compartiment. Les voyageurs, désormais figés, semblaient être prisonniers d'une attente angoissante. Chacun savait que Poirot approchait du moment où il dévoilerait ses conclusions, et chacun craignait d'en être la cible. La jeune femme finit par briser le silence. Sa voix tremblante déclara que le document recherché contenait des informations d'État, capables de déclencher une crise internationale. Ce n'était pas une simple affaire de fortune privée, mais une conspiration dont les ramifications dépassaient largement ce train. Ces mots jetèrent une ombre encore plus lourde sur la nuit. Poirot hocha lentement la tête. Il savait désormais que ce meurtre n'était pas seulement un crime de cupidité, mais une partie d'un complot dont les enjeux dépassaient tous les passagers réunis. Le détective sentit que la vérité, jusqu'ici dissimulée, s'apprêtait à surgir comme une lame à travers l'obscurité. La révélation de la jeune femme fit l'effet d'une déflagration. Les passagers échangèrent des regards affolés, comprenant que le meurtre dépassait largement les murs de ce train. L'idée qu'ils étaient au cœur d'une affaire d'État glaça leur sang et fit naître une peur nouvelle, plus sourde, plus viscérale. Poirot, imperturbable, resta assis, ses doigts joints devant lui. Sa voix, basse mais ferme, rappela que tout crime, aussi vaste soit-il, laissait toujours derrière lui des traces. Un assassin, dit-il, ne peut dissimuler ses fautes à mes petites cellules grises. Cette assurance calma légèrement les esprits, tout en resserrant l'étau de la tension. Le militaire finit par céder. Le visage ruisselant de sueur, il avoua qu'il transportait effectivement un document secret, un dossier dont la perte pouvait ébranler l'équilibre de plusieurs nations. Mais il jura qu'il n'avait rien à voir avec la mort de la victime. Sa voix
éraillé, oscillait entre sincérité et désespoir. Les deux hommes en costume se levèrent alors, comme mus par un même ressort. Leurs yeux lançaient des éclairs, et leurs gestes perdaient la retenue calculée qu'ils avaient jusqu'ici affichée. Poirot comprit aussitôt. Le masque tombait, et leurs véritables intentions se dévoilaient enfin. La jeune femme recula instinctivement, effrayée par leur attitude menaçante. Ses larmes coulèrent, librement, mais elle ne prononça pas un mot. Son silence en disait plus long que n'importe quelle déclaration. Elle savait qu'elle venait de déclencher une confrontation inévitable. Le porteur, terrifié, chercha à se réfugier derrière le contrôleur, mais celui-ci tremblait lui aussi, incapable d'imposer la moindre autorité. Tous les regards se tournèrent alors vers Poirot, seul pilier de calme au milieu de cette tempête humaine. Poirot se leva lentement. Ses yeux fixaient les deux hommes en costume avec une intensité glaciale. Il déclara d'une voix tranchante que l'un d'eux avait administré le poison, tandis que l'autre s'était chargé de détourner l'attention et de manipuler les témoins. Leur complicité ne faisait plus aucun doute. Les murmures s'élevèrent aussitôt, emplis d'horreur et d'indignation. Le militaire, malgré son trouble, sembla soulagé de ne plus être le principal suspect. Mais Poirot savait qu'il restait encore une zone d'ombre à éclaircir, un détail crucial que personne n'avait remarqué. Le détective conclut en annonçant que le document disparu était désormais en sécurité, mais pas là où chacun le croyait. Son regard se posa sur un passager inattendu, laissant deviner que le coup de théâtre final approchait et que l'ombre de minuit n'avait pas encore livré son dernier secret. Tous les passagers restèrent, suspendus aux paroles de Poirot. Son regard, perçant et implacable, balayait le compartiment comme s'il pouvait lire dans les pensées les plus secrètes. Chacun retenait son souffle, conscient que le dénouement approchait. L'atmosphère était devenue irrespirable, saturée d'angoisse et de tension. La jeune femme baissa les yeux, ses doigts crispés sur son sac. Elle tremblait de tout son corps, comme si elle portait un fardeau trop lourd. Poirot s'approcha doucement d'elle et posa une main rassurante sur son épaule. Sa voix se fit plus douce, mais non moins ferme. Il lui demanda d'ouvrir son sac devant tous. Un murmure parcourut le wagon. La jeune femme hésita longuement, puis céda, sortant de son sac une enveloppe soigneusement dissimulée. Les passagers retinrent un cri de stupeur. C'était le document tant recherché, celui pour lequel un homme avait perdu la vie et d'autres avaient risqué tout. Ses mains tremblaient tandis qu'elle le tendait à Poirot. Les deux hommes en costume firent un pas en avant, leur visage déformé par la colère. Mais Poirot leva sa canne et les arrêta d'un seul geste. Sa voix claqua comme une sentence. « Un pas de plus, messieurs, et vous confirmerez devant tous votre culpabilité. » Leurs traits se figèrent, révélant la vérité qu'ils tentaient encore de cacher. Le militaire, stupéfait, demanda des explications. Comment ce document avait-il pu se retrouver dans le sac de la jeune femme? Poirot expliqua calmement que la victime l'avait confié à la demoiselle juste avant sa mort, sachant qu'elle inspirerait moins de soupçons que lui-même, ou que n'importe quel autre passager. Elle avait été choisie comme dépositaire, malgré elle. La jeune femme éclata en sanglots. Elle avoua qu'elle avait voulu protéger le secret, mais que la peur l'avait paralysée. Elle ignorait que ce geste provoquerait un meurtre. Ses larmes sincères touchèrent plusieurs voyageurs, mais les regards se tournaient déjà de nouveau vers les deux hommes en costume. Poirot poursuivit son raisonnement. Il démontra comment l'un avait glissé le poison dans le verre de la victime, pendant que l'autre occupait le couloir pour surveiller les témoins. La boîte de fioles retrouvée n'était qu'une pièce supplémentaire de ce puzzle macabre. Chaque détail confirmait leur complicité. Le porteur, tremblant mais courageux, confirma avoir vu l'un d'eux manipuler une petite boîte avant le drame. Cette déclaration scella définitivement leur sort. Les deux hommes
acculés, ne nièrent plus, se contentant de garder le silence, le visage fermé, comme des joueurs qui avaient perdu leur dernière carte. Poirot se redressa et annonça que la vérité était désormais dévoilée. Mais il précisa d'un ton grave que cette affaire n'était pas seulement un meurtre dans un train, c'était l'écho d'un complot qui dépassait leurs vies individuelles. Et il ajouta que la dernière pièce du mystère apparaîtrait avant l'aube. Le train poursuivait sa course dans la nuit, comme s'il ignorait le drame qui venait de s'y dérouler. À l'intérieur, tous les passagers restaient figés, suspendus aux paroles de Poirot. Le détective, droit et calme, avait réuni les pièces du puzzle et s'apprêtait à livrer sa conclusion finale. Il expliqua que la mort de la victime n'était pas une fin en soi, mais le résultat d'un plan soigneusement préparé. Deux hommes en costume avaient agi au nom d'une organisation secrète, déterminée à s'emparer du document. Le militaire avait été manipulé, la jeune femme utilisée malgré elle. Chaque personnage, volontaire ou non, avait joué un rôle dans cette tragédie. Poirot sortit l'enveloppe des mains tremblantes de la jeune femme et la déposa sur la table. Il déclara d'une voix grave que ce document ne quitterait pas le train. « Tant que je respire, dit-il, nul ne pourra l'emporter vers des mains criminelles. » Son autorité résonna comme une promesse irrévocable. Les passagers poussèrent un soupir de soulagement mêlé de crainte. La vérité avait éclaté, mais le danger n'était pas encore écarté. Les deux hommes en costume, pris au piège, tentaient encore de garder leur dignité, mais leur regard sombre trahissait leur rage impuissante. Ils savaient que le filet de la justice se refermerait sur eux dès la prochaine gare. Le militaire, honteux, baissa la tête. Il comprenait désormais que sa mallette n'avait été qu'un leurre, utilisé pour détourner l'attention et brouiller les pistes. Sa voix brisée exprima des excuses maladroites à la jeune femme, dont le courage avait finalement permis de sauver la vérité. La jeune femme, encore secouée, leva enfin les yeux vers Poirot. Ses larmes avaient cessé de couler. Remplacée par une lueur de gratitude et de respect, elle comprit que sa faiblesse apparente avait été sa force. C'est parce qu'elle inspirait la confiance que la victime l'avait choisie comme gardienne du secret. Poirot, d'un geste élégant, referma son carnet et déclara que l'affaire était close. Mais il ajouta que cette nuit resterait gravée dans leur mémoire, non seulement comme une tragédie, mais aussi comme une leçon. L'ombre de minuit avait révélé la noirceur des âmes, mais aussi la lumière de la vérité. Train entra enfin dans la gare au petit matin. Les rayons du soleil naissant traversèrent les vitres, dissipant les ténèbres de la nuit. Les policiers attendaient déjà sur le quai, prêts à arrêter les coupables. Les passagers descendirent, épuisés mais soulagés, laissant derrière eux un wagon imprégné de secrets et de silence. Hercule Poirot, dernier à quitter le train, adressa un regard pensif vers les rails encore fumants. Il savait que d'autres énigmes viendraient, que d'autres crimes l'attendraient dans l'ombre. Mais cette nuit, il avait encore prouvé que nulle ténèbre, même à l'heure la plus sombre, ne pouvait résister à la clarté de ces petites cellules grises.